Ce dont je voulais parler, c'est bien entendu... Donc je suis avec Michel Morin à Montréal. Voilà, alors donc je veux rappeler aux téléspectateurs que je suis un astrologue et un écrivain depuis 30 ans. Je suis, si vous voulez, quelqu'un qui a étudié avec l'enseignement d'Hadès et d'Alexandre Volgin, ayant des origines russes par mon arrière-grand-mère. Je me suis dirigé vers la Russie pendant 3 ans, à partir de la chute de l'Union soviétique, que j'avais annoncé, Je connais ce livre, oui. que j'avais annoncé 7 ans à l'avance, page 44, où je dis fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 91. On va rapprocher le livre. Et d'ailleurs, on s'est vu, on s'est vu curieusement quelques semaines avant la chute du mur de Berlin. Parce qu'on s'est vu au mois de juin 89. Oui, et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle avoir donné une conférence devant 600 personnes à Montréal au mois d'octobre 91 et avoir annoncé la chute de Gorbatchev avant la fin de l'année, ce qui s'est produit pour l'Union soviétique, si vous voulez, le 25 décembre, le jour de Noël 91. J'avais écrit ce petit livre parce que je me suis passionné pour l'œuvre astrologique de Nostradamus pendant 25 ans, et si vous voulez, personne n'avait écrit un ouvrage uniquement sur l'œuvre astrologique de Nostradamus, et je me suis essayé à traduire ces quatrains. On peut montrer aussi à la caméra la copie du livre en russe. Ah bah oui. Vous allez concurrencer bientôt Von Brune. Ben, Von Brune, que j'ai rencontré à Salon, était très très assombri parce qu'il n'avait pas été invité officiellement aux journées de Salon de Provence, pendant laquelle je vous ai rencontré, etc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'universitaires. Alors ils avaient... Oui, bien sûr, bien sûr. C'était un peu mélangé quand même. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si vous voulez, curieusement, j'ai été invité par l'association des astrologues de Moscou en 1991 à venir donner des conférences, des cours et des consultations privées. J'y suis retourné 3 ans de suite, en 91, 92, 93, et j'ai eu la chance de rencontrer, j'étais jeune à l'époque, ce grand bonhomme qui était Serge Vronsky, le plus grand astrologue russe. Serge Vronsky. C'est celui qui est debout ou qui est assis? Ben c'est moi qui est debout. Ah, excusez-moi. Je suis près de lui. Oui, d'accord. Voyez-vous, c'est lui, ce vieux monsieur, qui est bien entendu parti dès que les frontières se sont ouvertes et reparti à Riga où il était né, parce qu'il avait passé 8 ans dans les camps de Staline. Donc dès que la porte s'est ouverte, il y a beaucoup de gens qui sont partis en 91 pensant que la cage ne s'ouvrirait pas 2 fois. Oui, enfin. Et ce qui est très intéressant, c'est que Vronsky était mathématicien, biologiste, physicien et médecin, et qu'il a été le dernier médecin de Khrouchtchev. Alors j'ai eu ce bonheur de pouvoir parler d'astrologie médicale avec lui, et on peut montrer quelque chose de curieux, c'est que moi, ma spécialisation, bien que je sois généraliste en astrologie, quand on vient me consulter pour des problèmes de travail, de santé et d'amour, je réponds. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis passionné pour la colonne vertébrale et les signes du zodiaque. Oui. En montant la colonne vertébrale sur le zodiaque, je suis capable d'aller voir les problèmes de santé à travers les vertèbres. Et j'ai encore une spécialité, c'est la lune noire. Je me suis passionné pour la lune noire et ses interférences dans la santé. Je m'aperçois que je viens d'oublier mon livre. J'ai un énorme livre sur l'astrologie médicale qui est hors commerce, qui est un ouvrage qui fait
5 cm Vous d'épais. nous envoyez un scan, si vous voulez, on le mettra dans le film. Non. Le scan de la page de titre. Oui, c'est ça, je peux vous scanner la page de titre, je le ferai, tout à fait. Et si vous voulez, c'est un ouvrage, bien sûr, hors commerce, que je donne lorsque je donne un cours d'astrologie médicale. Ça, c'est important. Je donne encore des cours d'astrologie en groupe ou en cours privé. Je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses que l'astrologie aussi au cours de mon existence. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur le tarot de Marseille, sur la chirologie. Et donc, si vous voulez, je me suis intéressé en particulier à ce fameux quatrain dont tout le monde parle encore, qui est le fameux quatrain Centuridis, quatrain 72, l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régné par bonne heure. Alors, il faut savoir que on peut interpréter les quatrains de Nostradamus de plusieurs façons. Oui. On peut lire le texte, on peut le lire littéralement, mais on peut le lire aussi au niveau phonétique, et il ne va pas rendre la même chose. Il est évident qu'en juillet 1999, aucune météorite n'a frappé la Terre. Ouais. On sait par des écrits de mystiques, il y a des mystiques qui ont écrit des ouvrages qui n'ont pas été mis dans le public, où ils parlaient tous de la boule de rédemption qui devait frapper la Terre. Donc, cette date de 99 est importante parce que Nostradamus a certainement vu quelque chose. Je considère que Nostradamus est un grand prophète et un grand voyant. D'après tout ce que j'ai pu lire de sa correspondance, oui, de tous les écrits, Nostradamus pratiquait la magie, il n'y a aucun doute. Il pratiquait la magie, et je pense que c'est pas pour rien que l'Inquisition lui courait au derrière. Il a failli passer au feu au moins 2-3 fois. Il a touché à des choses un peu, si vous voulez, qui dérangeaient l'Église de l'époque, du XVIe siècle. D'ailleurs, les premiers quatrains font allusion oui, à ça. Tout à fait. Il a pratiqué la magie, et disons qu'il a appelé les esprits comme on peut, par le spiritisme, appeler les morts. Je suis persuadé qu'il l'a fait avec son trépied, etc. On peut toucher à ça parce que j'ai étudié aussi ces sciences qui m'ont passionné, j'ai touché un peu à tout, et je considère que la magie existe, bien entendu. Et il n'y a qu'une seule magie. Pour moi, il n'y a pas de magie blanche et de magie noire, il n'y a qu'une seule magie. Le problème, c'est que je me suis dit, qui est donc né en 99? On a pu penser que c'était le grand monarque. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand monarque selon les prophéties », que j'ai dédié d'ailleurs à mon grand ami, le marquis de la Franquerie, que j'ai eu le bonheur de connaître pendant 25 ans, qui m'a reçu chez lui, et qui a écrit des choses très intéressantes au niveau de ce grand monarque. Alors j'ai pensé aussi que ce grand roi d'Angolmois, c'était le grand monarque. Mais maintenant, avec le recul, oui, je pense que c'est la date de naissance de l'Antéchrist. Pour plusieurs raisons. Je ne peux pas rentrer dans le détail, bien entendu, parce que je n'ai pas le temps d'exprimer ça. Je considère que pour des raisons philosophiques, ésotériques, il faut faire partir notre ère de l'an 0. Donc pour moi, l'arrivée de l'Antéchrist pourrait correspondre à l'arrivée du Messie. Messie chez les Juifs, bien sûr. L'arrivée chez les Arabes d'un grand personnage qui ressemble au Messie. Et également pour les chrétiens, le retour du Christ sur la terre. L'Antéchrist, d'après tout ce que j'ai pu en lire depuis des décennies, est certainement déjà né.
Et c'est pour ça que j'ai monté une carte, mais ça, je n'en donne pas la garantie, j'ai monté la carte du 13 juillet 1999 en Allemagne, parce que normalement, il va naître de parents, en tout cas un des parents sera allemand. Et donc, j'ai monté cette carte, qui n'est pas très sympathique et qui est assez difficile à vivre, oui. Avec un ascendant Verseau. Je l'ai fait naître le soir, à 22 h, et je pense que cet antéchrist va régner pendant 3 ans. Donc, on dit parfois 3 ans et demi. Voilà, voilà, 3 ans, 3 ans et demi. Parce qu'en fait, c'est un grand singe, hein, c'est un grand singe. Donc, l'antéchrist va singer. Alors, il va singer Jésus, il va singer le Christ, et pendant 3 ans, il va missionner pour essayer de ramasser toute la terre. Alors donc, entre 2030 et 2033, c'est là pour moi qu'il intervient. Bien entendu, je dis ça par rapport à mes travaux. Et ce qui est très très significatif, surtout quand on lit la prophétie des papes, dont j'ai parlé dans mon livre Le Grand Monarque selon les prophéties, là, chez Louise Courteau, qu'on trouve en France aussi, oui. Chez Amazon, partout. Tous mes bouquins, on les trouve sur Amazon. Ah, oui, oui. Bon. Et si vous voulez, ce personnage va être très proche de Pierre II. Le dernier pape s'appellera Pierre II. Et ça sera l'ami du grand monarque, ça sera l'ami de l'antéchrist. Je pense que lui va trahir l'Église et qui va se rapprocher de cet antéchrist, pensant que c'est un brave type. Car aucun pape jusqu'à présent, depuis 2000 ans, n'a pris le nom de Pierre. C'est très significatif. Il y a une Pie. Mais Pie, oui, Pie c'est autre chose. Oui. Pie. Mais Pierre, Képhas, la pierre, oui. Personne n'a voulu le prendre puisque c'est lui qui a trahi, puisqu'il n'a pas reconnu le Christ au moment de son arrestation, oui, et que le coq a chanté 3 fois. Il s'est renié. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ce quatrain, cette Centuridis 472, touche pour moi à l'arrivée de l'Antéchrist et aussi possiblement à la sortie de ce grand prince d'origine française, dont on parle, bien entendu, dans de nombreux quatrains. Le fameux Angoulemois. Le fameux roi d'Angoulemois, le roi d'Angoulême, qui serait possiblement né à Blois, mais qui ne vivrait pas en France, qui viendra du Nil, pas N-I-L, mais du Nil, L, apostrophe, I-L-E, avec l'accent circonflexe. Et on a pensé, moi j'ai pensé à l'île de Montréal aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce que le drapeau québécois, il a des lys. Il est fleur-de-lysé. Ah oui, on voit tout le temps des lys ici. Oui, c'est très intéressant. Et c'est les 2 couleurs du drapeau d'Israël aussi. En effet. Le bleu et le blanc. Oui. Voilà, c'est l'inverse, si vous voulez. Le bleu avec la croix blanche pour le drapeau du Québec. Et vous avez le drapeau d'Israël, fond blanc, étoile de David, bleu. Oui. Et donc, je sens tout à fait un lien entre le destin d'Israël et le destin du Québec. J'en ai parlé longuement dans mon livre sur Nostradamus aussi, et dans ce livre sur les prophéties du grand monarque. Alors ça, c'était un de mes derniers, oui. Voilà. Il a plusieurs couvertures, je vais vous dire, on a fait un best-seller avec ce livre en effet. Au Québec. Oui, oui. Ouais. Aux éditions Québecor. Oui. Ben oui, c'est un très grand éditeur. Oui, on a fait 5 éditions de ce livre. On changeait bien sûr de couverture. Et j'ai été très heureux aussi d'être vendu à 100 000 exemplaires en Russie. Mon livre a été traduit en russe, comme je vous l'ai dit. J'ai 2 ouvrages traduits en russe. Un livre sur le tarot de Marseille. Et vous-même, d'après vous avez reçu le russe aussi comme moi j'ai appris le russe. Moi j'ai appris le russe quand j'avais 10 ans. Oui. Alors c'était facile pour moi. J'ai fait 8 ans de russe à l'école. Voilà, c'est ça quand même. Et donc quand on m'a appelé en Russie, j'ai appris. C'est votre famille qui voulait que vous fassiez du russe en fait. Pas vraiment. C'est moi parce que moi j'ai fait mes études. J'ai fait mes études à Paris et j'ai eu un camarade de classe qui était russe. Donc quand j'allais chez lui, on parlait russe. Et ça, vous avez aussi vous-même du russe? Mais oui, j'ai du sang russe par une arrière-grand-mère, enfin du côté maternel. Mais si vous voulez, moi j'adore la Russie dans le sens où j'aime beaucoup la poésie, la musique, la peinture, la littérature russe. Alors c'est ça. Et alors ce qui est fantastique, j'ai appris des cours de russe après 30 ans et je me suis dit bon bah je suis foutu, là j'arriverai pas. 8 jours après, je pensais plus vite en russe
qu'en anglais. Vous aviez un acquis puissant. Ah ben, oui, ça revient. Oui. J'ai pas évident. J'ai parlé le suédois absolument couramment à 20 ans, parce que j'ai vécu en Suède. J'avais appris le suédois en 4 mois, mais je parlais absolument couramment le suédois quand j'avais 20 ans. Donc j'ai un peu de facilité avec les langues. Oui, apparemment, on peut dire ça. Oui. Enfin, voilà, c'est ça. Je vais changer je vais mettre le secteur. Moi aussi d'ailleurs, mais peut-être pas. Vous parlez russe? Oui, je parle pas mal de... J'ai épousé une femme russe. Ah bon? C'est marrant. Si, j'ai épousé une Ukrainienne juive. Ah ben je connais je connais très bien les milieux. Je connais très bien les milieux juifs russes d'Israël. Oui. Et moi Annie Medaber. Annie Medaber. Ah bon? Anatan Kalam l'Arabie Ashouya. Je parle l'arabe, je parle marocain, je parle pas Oui, c'est ça, c'est le dialecte. Mais j'étais en Israël. Moi j'adore Israël. J'adore Israël, j'ai appris l'hébreu pour aller là-bas. Avant de partir, j'ai fait un an d'hébreu avant d'aller en Israël. J'ai appris l'arabe avant d'aller au Maroc. Oui, c'est vraiment un don que vous avez, effectivement. Oui, et je prends l'accent assez facilement, c'était ça. Vous pouvez parler avec l'accent québécois quand vous voulez? Jamais. Ah bon? Parce que c'est comme inconscient, puisque c'est comme pour protéger un peu la pureté de ma langue. Oui. Et puis, ce pays, si vous voulez, le Canada, je suis venu au Canada poussé par une main invisible. J'étais venu pour 8 jours, j'y suis resté 30 ans. Oui. Le Canada, c'est l'arche de Noé de la fin du XXe siècle. Le Canada, c'est une arche de Noé. Et je vais vous parler de l'avenir un peu. Oui. On voit des choses dans le ciel. Je ne suis pas venu pour rien ici. Non. Et maintenant, je vis à la campagne. C'est la Nouvelle-France. C'est la Nouvelle-France. Le Québec est une terre merveilleuse. Le Canada est un pays aux 144 nations. Tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de racisme. Oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, alors c'est ça. Oui. Ce que je voulais vous dire, j'ai préparé 2-3 petites choses. Oui. Alors on vous écoute. Oui, parce que bon, je suis astrologue, je me suis passionné d'astrologie aussi mondiale. J'ai fait de l'astrologie mondiale, j'ai 400 thèmes d'hommes politiques. Et si vous voulez, il y a 3 choses que je veux rappeler. Mais les gens qui vont nous voir sont certainement des astrologues professionnels. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Bon. Alors, mais c'est vrai que c'est quand même assez pointu. C'est assez pointu. Le 21 août 2010, nous avons un carré Saturne-Pluton, qui ne se fait pas n'importe où. Il va se faire Saturne en Balance, au carré de Pluton en Capricorne. C'est un carré extrêmement dur. Il va toucher la France, et il touchera également le Tibet, la Chine, le Pakistan, les Indes. On sent que l'entrée de Pluton, fin 2007 dans le Capricorne, marque le début de cette crise économique, financière et qui deviendra sociale. Et donc, si vous voulez... On va montrer rapidement la carte. Oui, si vous voulez, comme ça, voilà. Pourquoi ça c'est la première carte. Oui. Ben, je tiens à dire que les meilleures cartes sont montées avec le logiciel d'Auréas, hein, ça c'est certain. D'accord. Oui. Ben, dites-le. Je tire mon chapeau à Francis Santoni, qui est un ami et qui a fait le plus beau logiciel en langue française. Hein. C'est vrai parce que M. Michon, hier, a fait également un grand éloge d'Auréas. Ben oui. On se connaît un peu tous quand même là. Hein. Oui, je connais très bien Michon. Ouais. Et alors, si vous voulez, cette première quadrature est un coup de frein. Donc, quand nos économistes, quand j'entends Madame Lagarde, Strauss-Kahn et tout ça vous dire que ça y est, la reprise arrive, fin 2009, début 2010, moi je vous dis c'est faux. On n'est pas encore descendu au fond. Mais absolument pas. Pluton, c'est une crise plutonienne, et Pluton c'est le dieu des enfers. Et c'est le dieu de la richesse et du capitalisme. Le plutocratie. Pluton en grec ça veut dire richesse. Alors donc si vous voulez, c'est Pluton le maître de cette crise. Alors pensons une chose, c'est que ce n'est pas demain que ça va se terminer. On va descendre encore pendant au moins
2-3 ans. Vous devenez un vrai Cassandre, alors. Je ne suis pas Cassandre, je m'appelle Michel Morin. Et ensuite, nous allons trouver, en 2020, une autre conjonction intéressante qui est Saturne-Pluton. Et la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, qui va se faire le 13 janvier 2020, où nous trouvons 1, 2, 3, 4, 5 planètes, plus le nœud sud lunaire en Capricorne, va nous amener également des changements extrêmement importants au niveau de l'économie, c'est-à-dire une nouvelle prise de conscience. J'ai lu dernièrement un article, je ne sais plus où, de Jacques Attali, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un très grand économiste, qui raconte des choses fort intéressantes, et qui nous parle, tous les économistes qui ont vraiment de la vision, comme Attali, les gens qui ont de la créativité et de la vision sont rares, et Attali fait partie des gens qui ont de la vision, vous disent que cette crise, elle est majeure, que ce n'est pas du tout la crise de 29, c'est un changement total de prise de conscience nouvelle des consommateurs. On ne consommera plus en 2020 de la même manière qu'on va consommer encore aujourd'hui. Qui aurait pu penser que General Motors et Chrysler allaient tomber en faillite? Mais personne. Et pourtant, c'est arrivé. Moi, je rencontre dans ma clientèle d'affaires des présidents de banque, que j'ai depuis 20 ans dans ma clientèle. J'ai parlé de cette crise d'aujourd'hui, mais il y a 3 ou 4 ans déjà. Et si vous voulez... C'est grâce à vous que les banques canadiennes n'ont pas fait certaines bêtises. Écoutez, la question est rigolote. J'ai connu certains premiers ministres du Canada très proches, et certains ont fait des bêtises impardonnables. Mais je ne veux pas donner leur nom. Tout le monde le saura en regardant Internet. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai dit. Très souvent, les gens ne suivent pas vos conseils. C'est ce qu'on a dit hier. Ils vont perdre des millions. Je connais des hommes d'affaires qui perdent, qui roulent des centaines de millions, qui perdent, qui se font arracher des gros morceaux. Ça fait 10 ans que j'avais dit de pas aller dans cette route-là, et ils y vont quand même, pour des raisons inconscientes. On ne sait pas. Vous savez, on appelle ça addiction. Ouais. C'est l'addiction, je sais pas comment, parce que moi je commence à parler franglais, attention. C'est une sorte, oui, de... Addiction. Comment c'est Maintenant on emploie le mot en français addicté, mais... Addicted. On dit presque en tout cas, les gens sont reliés, vous savez, c'est comme les gens qui sont liés à la drogue, je ne sais pas comment on dit en français. Je commence à perdre mon français un peu. Oui, mais moi aussi finalement. Voilà, c'est un peu délicat. Bon, en tout cas, les gens qui sont accrochés, accrochés à la drogue ou accrochés à des choses. Non, oui. Alors donc, il y a des gens qui sont en train de faire... Et puis aussi, ce qu'on disait hier, des gens qui ne veulent pas tenir compte des avertissements ou des signes, où les signes ne sont pas encore assez gros pour qu'ils en tiennent compte. Mais si vous voulez, ça les remet trop en cause. Vous savez que c'est très dur pour quelqu'un qui a du pouvoir. Vous savez, les hommes politiques, les hommes qui ont du pouvoir et de l'argent, ils ont du mal à se remettre en cause. Parce que, à ce moment-là, je me suis trompé, mais c'est terrible. Ils ont beaucoup d'ego, et l'ego, ça tue, mieux que les kalachnikovs. Je crois quand même que, au fond, je crois que c'est quand même aussi qu'ils ne sont pas capables de tenir compte ce sont des signaux qui ne sont pas encore assez forts pour eux. Moi, je crois qu'entre les êtres humains, on est très inégaux au niveau des signaux. Certaines personnes captent des signaux qui sont très subtils, et d'autres, il faut que ça prenne une ampleur absolument énorme pour qu'ils commencent à réagir. Moi, je vais vous dire, c'est la philosophie. Dans la mer, vous avez les dauphins et vous avez les requins. Et vous apercevrez que les requins, ils ont un appétit gigantesque. Mais quand ils ont tout bouffé dans la mer, il n'y a plus rien, donc ils vont crever parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer. Je ne veux pas parler des gros présidents de groupes internationaux, des holdings, qui brassent des milliards, des centaines de milliards. Ils n'ont plus aucune conscience. Ils n'ont plus de conscience de l'échelle humaine. Oui. La crise financière qu'on a vécue avec les subprimes n'a plus aucune limite morale. J'ai eu des confidences d'un président d'une banque française
dont je suis le conseiller depuis 20 ans, et qui me confiait, donc je ne donnerai ni son nom aujourd'hui, ni nom de la banque, qui a perdu beaucoup d'argent. Hein. Alors, il y en a beaucoup, qui ont perdu de l'argent. Il m'a confié qu'un de ses traders devait toucher 20 millions de dollars l'année dernière de commission. Il ne les touchera pas parce que la banque est dans le rouge, mais toucher 20 millions en restant devant un écran, en ne faisant marcher que ses doigts, je trouve que c'est immoral quand vous avez des gars là qui sont dans les champs à ramasser les asperges, à ramasser les artichauts et qui ne gagnent que, je ne sais pas moi, 10 € de l'heure. Il y a une espèce d'immoralité et une justice, parce que j'adore la justice, moi je suis du signe de la balance, hein, j'adore la justice et la vérité. C'est une belle justice que ces gens-là perdent du pognon et se font ramasser. Mais en fait, le contribuable paye pour ses fautes, et je trouve ça un petit peu... Mais ça nous renvoie un peu à l'astrologie, parce que finalement, dans la crise financière, les gens voyaient que ça marchait, et ils continuaient. C'est comme si un certain astrologue qui disent ça marche, je veux pas savoir comment ça marche, ni d'où ça sort. La différence, c'est que nous, en tant qu'astrologue, on risque pas d'être mis en faillite, si vous voulez. Alors, si tu n'as pas d'argent, tu risques rien. Et moi, je crois que la fable du savetier et du financier de La Fontaine est remarquable. Et la sagesse, c'est plutôt d'être aujourd'hui le savetier que le financier. Deuxièmement, si vous voulez, ces gens n'écoutent pas parce que ils le savaient. Ils savaient que ça allait péter. Moi j'ai eu des commentaires. Ils s'en doutaient. Oui. Et moi, j'ai eu des gens qui étaient dans la finance qui m'ont dit on sait que tout va péter, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on se gave? On se gave, mais ça va péter. Ça ne pouvait que péter, parce que ça ne peut pas à un moment donné. Je veux dire, la banque doit sauter à un moment donné quand tu gagnes trop. Alors c'est ça. Donc ces gens-là n'ont pas voulu écouter, et tant qu'ils en prenaient, ils en prenaient. Et ce qui est dégueulasse, ils ont tous donné leur démission, tout ça. Mais les centaines de millions d'euros qui se sont mis derrière, ils peuvent vivre 150 ans, il n'y a aucun problème. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu achètes de la terre, tu achètes de l'immeuble, tu te démerdes. Dès qu'ils ont touché, ils n'ont pas remis dans le papier. J'ai des amis aux États-Unis, en Virginie, qui sont milliardaires et qui vivent dans une super propriété au bord de la mer. Et tout d'un coup, on voit arriver un catamaran, mais pas très gros. Et le gars, il me dit, tu sais, lui, je viens de lui vendre une propriété, là, tu sais, où j'avais mes 20 chevaux, là. I made good money. Quand un Américain, tu dis, j'ai fait du bon argent, ça veut dire que là, il en a ramassé pour des millions. Tu sais qui c'est, ce mec-là, il me disait, qui arrive à nous dire coucou, il vient de vendre, juste avant la bulle Internet, hein, dans les années 2000, sa compagnie Internet pour 3 milliards de dollars. Il a monté ça comme un ballon, et juste avant que ça pète, ça c'est smart, hein, comme on dit. Ça c'est pas con. Hein. Alors, il y en a des gens comme ça qui ont fait ça. Ben oui, c'est l'inégalité. Nous sommes inégaux face à la prévision, bon. face à la capacité de voir l'avenir, nous sommes inégaux. Moi, j'ai eu des actions et des portefeuilles, bien sûr. Quand j'avais 20 ans à Paris, j'ai fait du pognon parce qu'il y avait de l'honnêteté. Mais aujourd'hui, quand vous avez des vice-présidents de sociétés de courtage qui vous disent, écoutez-moi bien, nous avons une double comptabilité, et qui me l'a avoué. Ben là, c'est vrai que vous êtes un peu un confesseur vous-même. Oui. Là, on vient voir généralement l'astrologue quand on a vu l'avocat, le prêtre et le médecin. Quand il n'y a plus rien à faire. On a un métier très difficile. Très difficile. Et c'est pas tout d'être un bon astrologue. Il faut être un grand psychologue. Il ne faut jamais blesser. Oui. Il faut savoir parler. Et surtout, donner de l'espoir. Mais on ne peut pas non plus mentir. Oui. C'est pour ça que je n'aime pas trop la clientèle, si vous voulez, de cartomancien, parce que le cartomancien, lui, généralement, va donner toujours à entendre ce que veut son client. Alors, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Vous savez, ah oui, je vois pour vous, attention, une femme brune, etc., mais c'est jamais très précis. C'est très rare. Mais je peux vous dire, avoir rencontré des très gros hommes d'affaires, en France et au Canada, qui ont leur cartomancienne et qui vont les voir chaque mois. Mais c'est quand même des gens qui ont des problèmes, à mon avis. Ils ont un problème de... ça veut dire qu'ils n'arrivent pas vraiment
à s'en sortir sans ça. Ils n'arrivent pas à voir exactement où Écoutez-moi, vont les choses. vous avez de très grands conseillers, comme Attali, comme M. Munk, etc., qui sont près des hommes d'État. Bon, tout politicien et tout homme d'État ou tout homme d'affaires peut très bien avoir des conseillers, hein, juridiques, financiers, fiscaux, peut très bien avoir un astrologue. Non, mais en tenir compte parmi les autres, si vous voulez. Moi, personnellement, j'irai pas voir une cartomancienne, et puis j'irai pas lui dire, écoute, j'investis 100 millions aujourd'hui dans l'immeuble, qu'est-ce que tu vois dans tes cartes? Est-ce que tu me vois Non. Oui, mais c'est parce que c'est ça l'expression classique. Est-ce que vous me voyez avec cet argent dans 6 mois C'est même pas ça. Moi, j'ai encore parmi ma clientèle des directeurs importants de banques à Chartres, on appelle ça ici, hein. Banque de Montréal, Banque Royale, tout ça. Ils m'appellent au téléphone. Je suis en train de faire mon marché dans le supermarché. Ah, dis-moi tout de suite, là, tout de suite, il faut que tu me donnes la réponse. Je lui dis non, mon vieux. Non, moi je réponds pas comme ça. Alors je suis en train de faire mon marché, rappelle-moi ce soir entre 6h et 7h, et puis je vais regarder ta carte, puis on va regarder. Mais il faisait un move terrible dans sa carrière, il voulait la réponse quasiment au téléphone, comme si j'avais ma boule de cristal. Et ça se fait pas comme ça. Et voyez-vous, les gens vont plutôt avoir tendance à demander une réponse. Encore cette semaine, il y a une personne que je connais bien qui est en train d'acheter une propriété. Elle me disait, non, je veux savoir si je fais le bon mouvement. Attends, j'ai regardé ta carte, on va regarder, je vais faire une question horaire, parce que ça, oui. L'astrologie horaire, ça marche très bien. Dans ce genre de cas, oui. Ça marche très bien. Alors, oui, mais il faut que je rentre chez moi, que je ouvre mon ordinateur, et que je monte la carte du ciel. Votre ordinateur toujours sur. Ah non, je vais vous dire une chose, je suis arrivé à un âge où je suis serein, et je n'ai plus besoin de courir après tout le monde. Non, c'est fini ce temps-là, j'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai quand même planifié ma vie et ma fin de vie sympathiquement. Voyez-vous ce que je veux dire? Ben, bien sûr. Voilà, disons que j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai été très protégé, mais maintenant, avoir un portefeuille boursier, sur Internet par exemple, c'est très dangereux. Moi, un jour, j'ai voulu fermer mon portefeuille boursier sur Internet, online. Le gars me répond, alors j'envoie un fax à ma signature de mon agence. Il me dit, je refuse. Parce que c'est pas ton original. Parce qu'il ne voulait pas me fermer. Et puis il me dit, ne viens pas dans nos bureaux, je suis derrière une porte blindée et tu ne me verras pas. Quand il m'a dit ça, vous avez compris que mes cheveux ont blanchi et que j'ai fermé ça assez vite, merci. Et un vice-président d'une société de courtage m'a avoué qu'ils allaient jouer des centaines de mille au casino de Montréal. Mais c'est la vérité. Oui, c'est un engrenage. On essaie de se rattraper, de récupérer. Là, on rentre dans le jeu. Parce que la bourse, c'est du jeu. Moi, pourquoi pas, alors, donc, à partir du moment où vous pouvez jouer à la bourse 24 heures sur 24, on peut tourner toute la journée, toute la nuit. Oui, c'est décalage. Moi j'ai connu, quand j'avais un portefeuille, mais pas très gros, quand j'avais un portefeuille boursier, j'ai eu la chance d'aller dans les bureaux, il m'a montré, regarde l'ordinateur là, ça nous coûte 3000 $ de programme par mois, mais moi je sais, au moment où Bill Clinton se coupe la joue gauche avec son rasoir, tout, le chien fait une colique, on sait tout à la seconde, parce que tout ça va avoir une importance au niveau des marchés boursiers. La bourse, c'est l'émotion. Il y a quelques années, on achetait des actions, 80 fois le bénéfice, ça n'avait aucun sens. Et les gens achetaient. Des compagnies qui étaient en train de rentrer dans le rouge, par exemple. Et moi, je me suis passionné pour l'astrologie boursière. J'ai un dossier comme ça. J'ai travaillé avec Jacques Dorsan. Je suis bien connu. Je l'ai connu il y a 25 ans. Mais bien sûr. Je l'ai rencontré à Chicago. On s'est rencontrés à Chicago, Jacques Dorsan et moi. Et si vous voulez, lors d'un congrès de Federation of American Astrologer, dont j'étais membre, et on a passé 8 jours délicieux ensemble avec Jacques Dorsan, et c'est lui qui m'a initié.
Ouais. Il a écrit un bouquin, ben oui, il m'a écrit un bouquin, et c'était très intéressant, c'est un type passionnant. Mais moi, je l'ai connu il y a 30 ans. Ouais. Mais il doit être mort maintenant. Il est mort il y a quelques années. À Oui, Nice, oui, il vivait à Nice, mais oui, il a habité beaucoup, non, il a habité en Nouvelle-Calédonie, un moment, et puis ensuite il est passé... Il était au Brésil aussi, à mon avis. Oui, il a été chez sa fille à Nice. Oui, oui, c'est ça, il a été chez sa fille à Nice, donc il doit être décédé maintenant. Tiens, j'y pense, je vous donne le livre, là, le livre des astrologues, où vous Ah avez oui une petite notice, mais très très courte. Attendez. Ah oui, ah oui. Ah ben c'est très bien, ben là c'est un peu dépassé. Non, Hein. mais je sais, mais c'est pour vous, je vous en fais cadeau. Merci beaucoup. Oui, alors je peux vous dire que tout est faux là. Oui, d'accord. Mais c'est correct, c'est correct. Non, non, c'est correct. Ça a été correct à un moment donné. Oui, oui, ça a été correct à un moment donné. Ça a été moment... Ben, je vous remercie beaucoup, c'est un beau souvenir. Vous allez me le dédicacer. Oui, oui, Je suis très heureux. Non. Il y a Moi, Vincent aussi, en fait. je veux dire aux téléspectateurs que l'astrologie, c'est la voie des étoiles, c'est la voie royale. J'ai pratiqué l'alchimie, j'ai travaillé au laboratoire, j'ai connu Eugène Cancelier. Avec l'astrologie, on se dirige avec une grande horloge. Celui qui maîtrise le temps maîtrise une grande partie de sa vie. L'astrologue n'est pas un dieu, et les planètes ne sont pas des dieux. Ce sont simplement des grandes aiguilles d'une horloge. Moi, j'aime beaucoup dire que je suis un horloger. Et je suis un peu le météorologue. Je suis capable de te dire, attention, dans quelques mois, dans quelques années, là, il y a un orage. Il y a une tempête qui se lève, comme sur la mer. Moi, je suis un marin, hein, j'ai fait de la voile pendant 40 ans. Ouais. Et donc, si vous voulez, l'astrologue permet. Mais je suis très triste de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes qui essaient d'apprendre l'astrologie. C'est terminé. J'en ai beaucoup parlé. Et surtout d'hommes jeunes. Oui, c'est fini. En France, comme au Canada, ça n'intéresse plus. Donc, moi, comme vous, nous sommes des gens déjà âgés, je forme encore. Moi, j'ai formé environ 300 astrologues professionnels dans ma vie. Ah bon? Ah oui, ah oui. Qui venaient de Californie à Montréal, passer 10 jours, 15 jours à l'hôtel, et qui travaillaient 6 à 7 heures par jour avec moi. Mais je donne un métier. Je donne un métier. Et oui. C'est ça. Aujourd'hui, personne ne veut plus apprendre l'astrologie. Dans les écoles d'astrologie, on parlait avec le Dianoul, il y a 1% des personnes qui sont élèves qui vont C'est fini, c'est fini. Et quand ils viennent, c'est même pas pour devenir astrologue de toute façon. Non, et si vous voulez aussi, ce qui est très dommageable, c'est qu'il n'y a plus de chercheurs. Oui. Moi, je suis encore de la génération des chercheurs. Oui, c'est vrai. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la colonne vertébrale. Oui, oui. La colonne vertébrale, je me suis passionné aussi pour la fécondité chez les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai réussi des coups extraordinaires, parce qu'il y a une ovulation astrologique qui doit être en conformité avec l'ovulation biologique. Il y a des médecins américains qui ont écrit des bouquins avec 95% de réussite. Des femmes qui n'ont pas d'enfants pendant 10 ans. Et tout d'un coup, moi personnellement, ça m'est arrivé 2-3 fois, et surtout avec un de mes amis qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, je lui dis, voilà, c'est là, à cette date-là, va à Cuba avec ta femme, et c'est à ce moment-là qu'il faut... Parce qu'il fallait le lieu aussi, il fallait choisir le lieu. Mais parce que... Non, pas le lieu, un lieu de relaxation. Ah oui, d'accord. C'est mieux d'être relaxé dans ces cas-là. D'accord. Il a été passé 8 jours à Cuba, et son premier fils est né le jour de la Saint-Michel. Il faut le faire quand même. Et le jour de ma naissance. Oui, donc vous êtes son parrain, en quelque sorte. Oui. Incroyable. Le 2 octobre, jour où je suis né. Et c'est amusant. Oui. Voilà. Alors, il y a des choses curieuses. L'astrologie permet beaucoup de choses. Il n'y a qu'une chose dont je ne me suis pas occupé, c'est la météo. Parce qu'aujourd'hui, avec les instruments météorologiques, tu n'as pas besoin de pratiquer l'astrologie de la Renaissance. Il faut savoir que Morin de Villefranche a écrit un traité sur la météorologie. Un chapitre. Oui. Un chapitre, et ça ne sert à rien. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Alors, ce que je voulais rappeler quand même aussi, là, je ne sais pas si les gens connaissent, les planètes sans aspect chez Bussière. Ah oui, très bien, très bien. Alors, c'est un petit ouvrage très simple, mais qui donne des choses très claires. Moi, ça rappelle un petit peu, bien entendu, Hadès, que j'ai beaucoup aimé. Qui paraît d'ailleurs chez Bussière aussi. Ben, si vous voulez,
Moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un astrologue humaniste. Je ne suis pas de l'école de Ruperti, par exemple. J'ai eu la chance de posséder la totalité des cahiers astrologiques d'Alexandre Volgin, par exemple, qui me suis tombé dans les mains. Oui, oui. Mais ça, c'était vraiment, disons, il était déjà mort, et j'ai frappé toute la collection. Oui. Il y a quelqu'un qui me l'a donné. Voyez-vous qu'il y a un lien absolument surnaturel à travers la Russie, puisqu'il était russe, Oui, bien sûr. et je ne l'ai pas connu malheureusement, Moi, je l'ai connu. mais j'ai eu la chance d'avoir tous les cahiers que j'ai d'ailleurs redonnés à un élève. Ah bon? Oui, j'ai pas gardé. Oui. J'avais une bibliothèque considérable, et à chaque fois que je déménageais, c'était 50 caisses. Bah oui. Alors à un moment donné, j'ai commencé à vendre mes livres pour $1 ou $2 à mes élèves, et puis j'ai tout bazardé. Non, il y avait peut-être la solution, c'est de les léguer à une bibliothèque, par Mais exemple. j'aurais pu, oui. C'est pas Oui, mal. c'est vrai. Moi, Oui. j'aime bien cette idée de demander à une bibliothèque locale, même de... Non, oui, c'est vrai, c'est de- vrai. de stocker Mais j'ai dans un- des- Oui. j'ai d'autres. Il me reste encore de très beaux ouvrages Oui. très anciens. J'ai l'idée de faire un don à la Bibliothèque nationale du Québec, Ben oui. ou la Bibliothèque nationale du Canada. Et puis il y a, Ah oui, parce il y a que- les grandes bibliothèques maintenant. Oui, c'est ça. J'ai ce projet-là. Parce que j'ai quand même encore une très belle bibliothèque, des ouvrages qui sont rarissimes. Mais pas de Nostradamus quand même. Comment? Pas de... J'ai des choses intéressantes de Nostradamus, mais je n'ai pas d'originaux. Mais j'ai tous les facsimilés. Oui, c'est ça. Oui, tous ceux qui ont été publiés dans les années 85, 90. Oui, par notre ami Chomara. Chomara. Ben J'ai connu Asra. Chomara, mais oui. Ah oui, Et il a fait un bon film aussi à l'époque. Il a fait un bon film sur Nostradamus. je Vous sais vous rappelez? pas, non, Oui, il en a fait un, Ah bon? que j'ai d'ailleurs. Alors si on revient un peu sur Nostradamus, vous savez qu'il y a des tas de questions. Bon, je ne sais pas si c'est un sujet qui vous passionne, Nostradamus. Enfin, Mais si vous voulez, ça m'a passionné. Oui. Je me suis passionné pour Nostradamus. J'ai même connu une dame qui est née dans la maison de Nostradamus en 1942, pendant la guerre. Oui. J'ai connu le vieux gardien, comment il s'appelait? Ah, René. Justement, je cherche son nom. Vous vous rappelez ce petit monsieur? Oui, mais j'ai oublié. Alors j'ai des photos de lui. Oui. Et c'est lui qui m'a fait inviter Bah oui. à Salon, dans les journées de Salon de Provence à 85. Oui, château de l'Empéry. Oui. Voilà, où j'ai consulté d'ailleurs, dans le château. Ah, Alors ça m'a fait chaud au cœur de avec monsieur consulter. Maurice Poulain. Oui, avec Maurice Poulain, bien sûr, qui est un très gentil garçon aussi. On a beaucoup travaillé Nostradamus. Mais si vous voulez, Nostradamus, si vous voulez, est moins intéressant maintenant. Quand je vois en librairie des ouvrages qui nous poussent Nostradamus jusqu'à 2100, 2300, ça c'est des trucs commerciaux de librairie. Mais pour moi, Nostradamus s'arrête à un moment donné. Oui. Bon, je ne veux citer personne parce que je connais tout le monde, et il y a des ouvrages qui sont sortis il y a quelques dizaines d'années sur Nostradamus qui étaient un peu abracadabrants. Et je ne veux pas nommer Bon. le personnage, ça lui a coûté fort cher. Et si vous voulez, si on prend tous ces bouquins, on s'aperçoit que ça ne passe pas. Le grand danger, c'est de dater trop dans le détail l'œuvre de Nostradamus. On sait très bien que Nostradamus a écrit des choses très belles et très vraies. Le fameux tournoi du mari de Catherine de Médicis, les guerres, la mort de Louis XVI, la fuite de Varennes. Ça, c'est du bon, ça. Mais par contre, il y a des moments où vous avez des gens qui vont uniquement axer leur exégèse de Nostradamus sur une obsession. Oui. Il y a un Roumain qui était obsédé par Staline Oui. et le communisme. Vous en avez d'autres obsédés par le grand monarque. Vous en avez d'autres obsédés par Napoléon III. J'ai tout lu, et dans toutes les langues. Donc, si vous voulez, on peut faire dire n'importe quoi à Nostradamus. Ben oui. Et c'est pour ça que, moi, maintenant, disons que ça m'intéresse moins. Ça Oui. m'intéresse moins. Mais je voulais simplement aborder un sujet qui me passionne concernant Nostradamus, mais je voulais savoir quel était votre avis là-dessus. Allez-y. Mais c'est la question de savoir s'il est l'auteur des Centuries, par exemple,
est-ce que vous savez qu'actuellement, je ne sais pas si vous êtes sur Internet, mais il y a beaucoup de débats entre chercheurs sur ce sujet, de savoir s'il n'y a pas eu des éditions antidatées, des quatrains qui ont été écrits après coup, enfin des choses comme ça. Vous restez à l'idée que il a bien publié de son temps, de son vivant, oui, les centuries. Absolument. Moi, je vais vous dire, je suis un astrologue, j'ai monté sa carte du ciel, d'ailleurs elle est certainement dans un de mes bouquins. Je suis, disons, un astrologue intuitif. Hein. Je suis un intuitif. Hein. J'ai Soleil, Mercure, Neptune, Jupiter sur 1 degré dans mon thème. Hein. Avec Neptune sur toutes ces planètes en balance, je suis intuitif. Je n'aime pas m'appeler médium et voyant. J'ai des flashs. J'ai eu des flashs. J'ai prophétisé la mort de mes parents devant 10 personnes, 8 jours à l'avance. Mais dans des cas très particuliers. Ça sortait, c'est comme quelque chose qui sort comme une vapeur de vous, avec un goût. Je ne peux pas parler de ces choses-là. Les chrétiens vont dire que c'est l'Esprit Saint. C'est de la clairaudience, c'est quelque chose. Ah oui, non mais il y a plusieurs choses. Il y a l'élocution intérieure qu'on peut avoir. Oui. On peut avoir aussi la clairaudience, la clairvoyance. Si vous voulez, on rentre dans toutes ces... la télékinésie, il y a plein de trucs là, dans lesquels ce sont des pouvoirs que les hommes peuvent avoir. Ça va, j'ai du temps encore moi-même, hein, parce qu'il faut que je fasse attention au compteur. Alors, ce que je voulais vous dire, je suis persuadé, enfin, d'après tout ce que j'ai pu étudier de son œuvre, de sa correspondance, il faut savoir qu'au Canada, il y a de très grands exégètes et de très grands chercheurs de Nostradamus. Curieusement, ils sont morts. Hein. Ils sont morts maintenant. Il y en a un que j'ai connu, que j'ai interviewé il y a quelques jours, à Victoriaville. Est-ce que vous le connaissez? C'est Jean Guernon. Vous ne connaissez pas? Non, non. Ah, c'est un chercheur intéressant. Vous savez c'est le successeur de Michel Dufresne. Alors, j'ai connu Michel Dufresne, qui est mort malheureusement d'avoir trop fumé. Oui. Et c'est son collaborateur. Il n'avait pas pu terminer les 2 derniers. Eh bien, c'est son collaborateur qui les a terminés. Parfait. Moi, Jean Guernon. Moi, on m'a demandé, mais moi, c'est pas ma philosophie. Je n'écrivais pas comme Dufresne. Donc l'éditeur m'avait demandé d'étudier ça, j'ai essayé. Oui, mais c'est pas mon style. Donc c'est très bien. Alors il m'a expliqué comment il travaillait. Hein, c'est quelque chose. C'est compliqué. Oui. Hein, Guernon m'a expliqué, il brasse des tas de chroniques, d'ouvrages, etc. Et puis de temps en temps, il voit un rapport avec un quatrain. J'ai les 10 volumes. Mais lui, c'est beaucoup le Second Empire, pas mal, hein, et Napoléon. Bon. On ne peut pas juger, et je ne le critique pas parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Il a fait son dictionnaire. Et puis il y a Brindamour aussi. Ah, mais j'ai bien connu aussi. Alors Brindamour c'est les deux grands. a sorti un bouquin avec toute la correspondance de Nostradamus. Non, c'est Jean Dupel, ça. Brindamour a publié Nostradamus Astrophile. Ah oui, mais je l'ai aussi celui-là, c'est ça. Non, la correspondance c'est Dupel. Qui était d'ailleurs à Salon de Provence. Ah, peut-être. En tout cas. C'est un livre rouge. Oui. Une chaîne rose. Je dois l'avoir. Et si vous voulez, l'œuvre de Nostradamus, d'après moi. Mais vous savez que dans cette correspondance, il ne parle jamais des centuries, curieusement. Non, et il parle un peu de magie. Hein. Oui, mais il ne parle pas de ces Non, et je vais vous dire quelque chose. Je suis astrologue, donc professionnel depuis 30 ans. Quand je regarde le travail astrologique de Nostradamus, je pense que ce n'était pas un très grand astrologue. Ouais. D'abord parce qu'il n'avait pas des éphémérides de qualité. Oui. Et quand on voit ses calculs, et quand on voit ses cartes du ciel, elles sont pleines d'erreurs. Parce que Brindamour d'ailleurs disait... Elles sont pleines d'erreurs. Donc je pense que on peut se servir d'une carte du ciel comme ça, en y mettant de la couleur. Moi je me sers quelquefois d'une carte du ciel comme un mandala. Oui. Voyez-vous, je mets de la couleur. Ah oui. Vous allez nous expliquer un peu comment vous travaillez, si vous avez encore combien de temps à peu près là On peut encore, on a certainement encore un quart d'heure. Bon, d'accord, comme vous voulez. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut se servir d'une carte du ciel comme mandala. Et je pense que au Moyen-Âge et dans la Renaissance, à la Renaissance, les gens travaillaient l'astrologie horaire puisqu'ils n'avaient pas les heures de naissance précises.
Et je tiens à dire, pour le pratiquer régulièrement, que l'astrologie horaire est une astrologie très efficace. D'abord, en plus, Très efficace. l'avantage, c'est que la personne choisit plus ou moins l'ordre d'interroger l'astrologue. Et donc, Le téléphone sonne, on te dit, est-ce que je vais vendre ma maison? oui, mais c'est la personne elle-même qui, quelque part, participe du processus. Puisque, Oui, effectivement, elle déclenche oui, le oui. moment où Oui. ça se produit. Oui, tout à Et donc, fait. moi, je dis toujours, hein, les clients des astrologues doivent être aussi médiums, d'une certaine manière, comme les clients des tarologues doivent être médiums, pour pouvoir choisir, puisque c'est eux qui fixent la carte qui sort, ou qui fixent la date où le thème de naissance se fait. Il faut quand même qu'ils aient un potentiel aussi eux-mêmes. Ah, tout à fait, tout à fait. Et il y a une grande, si vous voulez, dichotomie entre l'astrologue analyste, et l'astrologue que j'appelle globaliste et qui pratique la synthèse. Moi, on m'a souvent dit dans des colloques ou dans des travaux astrologiques, parce que j'ai fait partie de pas mal de commissions, ah, toi t'es pas astrologue, toi t'es un voyant. C'est pas vrai. Je connais l'astrologie sur le bout des doigts.